Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 314e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous présenter la carte de feu de samedi soir, Riyad, Arabie Saoudite, The Last Crescendo, Beterbiev Bivol 2 en main event et une carte de rêve en dessous en undercard, peut-être la plus belle carte de l'histoire de la boxe moderne. Pour en parler avec moi cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube et commentateur notamment des One Friday Fights pour nous à RMC Sport. Comment ça va mon Baba Diagne? Salut Alex, salut tout le monde, ouais, ça va super, on est à l'aube d'une, comme tu l'as dit, d'une carte historique. Il y a belle carte. Baba a hésité à prendre son billet pour l'Arabie Saoudite, pour tout vous dire, il y a quelques mois on en parlait. J'ai hésité longtemps, donc c'est à quel point la carte, en tout cas sur le papier, est belle, et on va voir si ça va délivrer maintenant. On va se régaler ce samedi soir en Arabie Saoudite et on va tout vous expliquer dans le RMC Fighter Club. Ils remettent déjà ça et on ne va pas bouder notre plaisir. 4 mois et 10 jours après leur premier affrontement, un bonbon de boxe pendant 12 rounds, Arthur Beterbiev et Dimitri Bivol se retrouvent dans le ring ce samedi à Riyad pour une revanche qui donne très envie pour le titre incontesté des mi-lourds. Avec un casting de rêve pour accompagner ces deux cadors dans ce qui peut être vu comme la plus belle carte de l'histoire de la boxe moderne. Vainqueur en octobre dernier, Beterbiev arrivera-t-il encore à prendre le meilleur sur son rival? Bivol parviendra-t-il à faire les ajustements nécessaires pour l'emporter? Quel combat nous excite le plus sur le reste de la carte? Le RMC Fighter Club vous dit tout sur la revanche Beterbiev-Bivol et sur The Last Crescendo, une soirée qui s'annonce inoubliable pour les amoureux du noble art. Oh, 1-1-2. They both sent out a power punches and Bivol cracked him with a right. Great end to the first round. There's a right hand around the gloves from Beterbiev. Now a right from Bivol, then a right cross from Beterbiev. They're both opening up. Bivol sitting down and slugging it out with Beterbiev. Bivol versus Beterbiev for the undisputed light heavyweight championship of the world. Who do you have? What a fantastic contest that was. To the winner by majority decision, and now the unified undisputed world champion, Arthur Beterbiev. Beterbiev gets the decision in a razor-close majority call. Et merci à Flavien Ziolkowski pour cette belle prod qui nous rappelait les bons souvenirs du premier. C'était qu'il y a 4 mois, Baba, quand même, ce premier Beterbiev-Bivol. J'adore ce commentaire à la fin du combat. Who do you have? Qui vous avez? Parce que c'était tellement serré. Et on va y revenir très vite pour présenter ce main event et cette revanche Beterbiev-Bivol. Déjà, petit contexte global, mais on en parlait, Baba. Peut-être la plus belle carte de l'histoire de la boxe moderne. En faisant des petites recherches, on en avait parlé à l'époque, il y avait la carte à 8 championnats du monde de Don King. On était en 2003, il y avait 2 championnats du monde incontestés avec Hopkins et Mayorga Spinks. Il y avait les 7 championnats du monde en 2 jours à Tokyo, en octobre dernier, dont on avait parlé dans une émission ici. Mais difficile de trouver mieux, quand même. Non, c'est difficile parce que la carte en 2003, il y avait beaucoup de ceintures en jeu, mais la vérité, c'est que les combats, ils n'étaient pas, sur le papier en tout cas, n'étaient pas hyper emballants. Là, franchement, tu as quasiment que des combats qui sont très emballants sur le papier. Tu as pas mal de combattants qui sont dans l'action, en réalité. Donc, ça devrait, a priori, être une très belle carte aussi samedi soir, et ça devrait donner des très beaux combats. Ouais. Les conséquences aussi de l'implication de Riyad Season, de l'Arabie Saoudite dans la boxe. Et on vous renvoie à notre épisode de la semaine dernière sur les coulisses de la boxe. On est très content parce qu'il y a eu des beaux retours. Et ça vous expliquera un peu tout ce qui est en train de s'organiser et pourquoi on a le droit aujourd'hui à ces belles cartes. Parce qu'il y a du positif, mais il y a aussi du négatif derrière. Voilà, on vous laisse découvrir ça si vous ne l'avez pas encore entendu. Je vous fais la carte pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'on va voir samedi soir rapidement. Et puis on rentre dans chaque combat et notamment surtout le main event. Je vais partir du main event et en descendant. Donc on a Arthur Beterbiev, Dimitri Bivol 2 pour toutes les ceintures chez les mi-lourds. On a Daniel Dubois contre Joseph Parker pour la ceinture IBF des poids lourds. On a Shakur Stevenson, mais qui ne sera pas contre Floyd Scofield. Le combat a été annulé. Ce sera contre Josh Padley, mais je pense qu'il y a la défense de sa ceinture WBC des légers quand même. Carlos Adames contre Hamza Shiraz pour la ceinture WBC des moyens. Vergil Ortiz contre Israël Madrimov pour la ceinture intérim WBC des super welter. Zhaï Zhang contre Ajit Kabayel pour la ceinture intérim WBC des poids lourds. Et on finira avec Joshua Buatsi contre Callum Smith pour la ceinture WBO intérim chez les mi-lourds. C'est quand même joli, mon Baba. Ah, c'est une superbe carte. Il y a de tout, hein, vraiment. En plus, on descend pas très bas en poids.
parce que pour l'instant, la vérité, c'est que sur Riyadh Season, ils n'ont pas encore réussi à faire une vraie percée dans les points inférieurs. Donc pour l'instant, on a pas mal de lourds, de mi-lourds, et ça descend jusqu'au Super Welter, mais c'est une très belle carte. C'est pour ça que c'est marrant, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on avait au Japon en octobre. Ouais, c'est ça. Sauf qu'au Japon en octobre, c'était les petites KT. Et on l'avait dit, maintenant, le monde est très clairement scindé en deux. En Asie, on a toutes les petites KT, et puis sur le reste du monde, c'est là où on a les grosses cartes avec les poids plus importants. Bon, avant qu'on rentre dans chaque combat, Baba, ton top 3 des combats les plus attendus sur cette carte. Le main event, c'est une évidence. Vu le combat, et on va y revenir tout à l'heure, vu la physionomie du premier combat, on veut absolument revoir le deuxième. Et je vais pas te mentir, mais je te développerai tout à l'heure, j'espère peut-être même un troisième, on verra, mais ce sera intéressant. Ensuite, je pense que le combat entre Ortiz et Madrimov, il est important, ça c'est clair. C'est pas celui qui va me faire le plus kiffer, je crois, en tout cas sur le papier. Celui qui va me faire le plus kiffer, je pense, derrière ça, c'est Zilei contre Agit Kabayel. On en parlait off juste avant l'émission, et je l'ai dans mon top 3 aussi. Troisième, moi j'ai Ortiz-Madrimov en 2 après le main event. Mais c'est un combat hyper intriguant. On va le développer. Le Zhang Kabayel, je sais qu'on préfère tous les deux à Dubois Parker. Ce que ça peut proposer. Moi, je préfère, en tout cas. En tout cas, c'est génial parce qu'on peut picorer partout dans cette carte et on va se régaler de toute façon. On commence par le main event, à tout seigneur, tout honneur, Beterbiev-Bivol 2. On rappelle qu'en octobre dernier, donc Arthur Beterbiev s'était imposé sur décision, première fois qu'il ne mettait pas KO son adversaire en carrière pro, pour devenir le champion incontesté avec toutes les ceintures WBC, WBA, WBO, IBF, The Ring, chez les mi-lourds. On est 4 mois et 10 jours après, je le disais, Baba. C'est trop tôt pour toi ou c'est parfait en timing? Comment t'es là sur ce débat-là? Non, pour moi c'est bien. Pour moi c'est bien si les deux combattants étaient en bonne santé et qu'ils étaient prêts à repartir sur une préparation, parce que concrètement ils ont dû prendre 2 semaines de vacances et repartir en prépa assez vite. Non, c'est très bien. Et là je parle même pas pour nous, je parle pour les deux combattants et qui ont tout le combat en tête, tout ce qui s'est passé. Chacun a pu travailler sur ses ajustements. Et on vient rapidement sur le devant de la scène pour essayer une deuxième fois. Non, je trouve que c'est très bien comme timing. Ouais, moi j'adore aussi en fait, parce que au départ je m'étais dit peut-être c'est un peu trop tôt, et puis en fait c'est bien. Comme tu dis, on n'a pas une revanche dans 1 an ou dans 2 ans à se dire putain il faut que je me replonge, alors quels ajustements à faire. C'est tout frais dans leur tête. En vrai, le premier round samedi soir, c'est le 13e round. Ouais, direct. T'es déjà dedans. Ils savent ce qu'ils ont fait il y a 4 mois, ils savent vers quel chemin partir l'un et l'autre pour s'adapter. Je pense que c'est parfait pour avoir la réponse définitive à qui est le meilleur entre les deux. Ouais, t'as l'impression qu'ils ont même pas eu le temps de perdre de l'influx nerveux, tu vois. C'est juste on est rentré à la maison, se reposer vite fait et on repart en préparation. L'un et l'autre se sont jamais sortis de la tête en fait, non, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Ils ont sans doute passé les fêtes de Noël ensemble dans la tête. Tu vois. Donc je pense que c'est bien pour eux, c'est bien pour nous. Tout le monde gagne dans cette histoire. T'as revu le combat pour préparer l'émission? Oui, pareil. Combat. T'as une analyse différente? Non. Non, ça change pas? Non, pour le coup, non. Je pense que le combat il était quand même relativement clair à juger. C'est très serré, encore une fois, évidemment. Et je me bats toujours pas avec ceux qui mettent Bivol devant. Toujours pas. Mais je reste sur ce que j'avais vu et le combat il est relativement clair. Ouais, tu sais, moi j'avais Bivol sur la première visionnage et j'avais Draw sur le deuxième. J'ai plutôt Draw ou Beterbiev 115-113 à revisionnage un peu à froid. Mais tout peut s'entendre entre ces trois sports. Et puis le fait que tu restes sur Draw, pour moi, c'est vraiment, on avait conclu un petit peu avec John qui était avec nous à l'époque, c'était presque la meilleure image possible, le Draw, tu vois. C'était presque ce qui rendait le plus justice au combat. Donc c'est pour ça. Les revanches, souvent il y a des revanches parce qu'il y a des clauses, tout simplement. Et c'est comme ça. Alors que tu vois très bien qu'il y a un combattant qui est supérieur à l'autre. Là, il faut une revanche. Complètement. Tu sais, on reprend Spence Crawford en 2023, où il y avait contractuellement il y avait une revanche qui finalement s'est jamais fait parce que Spence n'a pas voulu. Enfin voilà, il était pas après cette défaite-là, c'était compliqué. Et tu le disais, juste après le combat, tout le monde disait bon bah il y a sûrement y avoir la revanche, mais elle a aucun sens. Il s'est fait rouler dessus. Voilà, on sait qui est le meilleur des deux largement. Donc alors que là, c'est pas du tout le cas. Voilà, tu peux faire en sorte que Spence reconstruise 2, 3, 4 combats et que derrière, sur le chemin, il se revoit à nouveau, tu vois, avec de l'évolution dans une catégorie différente et compagnie. Là, clairement, c'est le combat par définition où on a besoin d'une revanche. On ne sait pas encore vraiment qui est le meilleur des deux. Ce qui était le cas d'ailleurs, par exemple, d'un Fury Usyk aussi, où après le premier, même si on voyait clairement Usyk gagner, la revanche, elle valait le coup. On sentait qu'il fallait la faire là parce qu'il y avait encore des choses à montrer et des questions auxquelles répondre. Bon, on rentre dedans.
Quelles adaptations pour les deux? Qu'est-ce qui doit se passer dans ce combat? On n'est que 4 mois après. Moi, j'ai l'impression, je te laisse la parole derrière, que Bivol doit donner plus en volume pour aller chercher plus de rounds. Ce qui est compliqué parce qu'il avait déjà donné beaucoup sur le premier. C'était déjà pas mal. Prendre le centre du ring le plus possible. Le problème, c'est que ce qu'on a vu dans les 3 derniers rounds, parce que les 3 derniers rounds du premier combat, c'est clairement Beterbiev qui malmène Bivol. Et je pense que tu rajoutes 1 ou 2 rounds. Si on est en 15 rounds comme à l'époque, c'est peut-être compliqué pour Bivol de finir. Si ça bascule plus tôt dans ce genre de combat, parce que il gaze out plus tôt, enfin il a moins, tu vois, il a moins d'énergie plus tôt ou des choses comme ça. Ça sent pas bon pour Bivol si ça se passe comme ça. Ce sera plus compliqué. Il a fait un très bon combat à Bivol, encore une fois, dans le premier. Il a réussi à travailler beaucoup en combinaison, des combinaisons longues en plus, souvent. Donc, il n'a pas été parfait, il n'a pas gagné. Mais en tout cas, sur beaucoup de reprises, il a été excellent, il a été à son niveau. Il a été le meilleur Bivol possible, je pense. En tout cas, à ce moment-là, pour tenter de gagner. Moi, paradoxalement, j'ai une vision plus différente que beaucoup. Pour moi, ce ne serait pas le volume. Pour moi, ce ne serait pas mettre de plus de volume. Pour moi, ce serait de s'asseoir plus sur ses coups et d'essayer de descendre Beterbiev. Ok. Pas forcément plus de coups, mais que les coups fassent plus mal. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, il sait. C'est quoi? Se faire frapper par Beterbiev. C'est le truc le plus chiant, entre guillemets. C'est l'inconnu... Surtout face à un monstre comme ça qui a descendu tout le monde. C'est ce qui est le plus stressant. À quel point je vais avoir mal quand il va me frapper? C'est pas est-ce que je vais avoir mal, c'est à quel point je vais avoir mal. Alors on le sait, parce que sa main elle a gonflé. Donc il en est conscient. il sait. Il a les informations maintenant. Et il sait aussi ce qu'il est capable d'absorber comme punition de la part de mais est-ce qu'il se dit pas, si j'en absorbe plus là, c'est compliqué aussi, tu vois? Alors, moi je me dis, c'est pas sous le prisme de est-ce que je veux en absorber plus. Moi c'est est-ce que j'ai intérêt à prendre plus de risques, entre guillemets, pour essayer de le descendre? C'est-à-dire rester un petit peu plus à l'intérieur, par exemple. Ou quand j'envoie une combinaison, enlever le 5 et 6 pour garder le 1, 2, 3, 4 peut-être, voire le 1, 2, 3. Mais plus assis et faire plus mal. Beterbiev, c'est envoyé au tapis. C'est un risque parce que tu es à l'intérieur avec Beterbiev. Mais c'est fait envoyer au tapis. Beterbiev, dans sa carrière, il a été envoyé au tapis à plusieurs reprises. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est faisable. Et je crois que Bivol, il a les qualités pour le faire. Donc, moi, c'est comme ça que je vois. Moi, je pense que s'il met plus de volume, ce sera grosso modo la même chose. Qu'on reverrait le même combat, à peu près. Beterbiev, lui, il doit refaire le même combat? Il doit changer les choses? En fait, c'est toujours la même équation, Baba. Quand on a une revanche, on dit toujours c'est le perdant qui doit plus s'adapter. Ouais, exact. Alors qu'en vrai, non. Oui, pas forcément. Tu vois pourquoi je te lance là-dessus. Et dans un combat comme celui-là, en plus, Beterbiev, il a des ajustements à faire, évidemment. C'est pas une victoire claire et nette. Non. Tu vois. Donc il y a besoin, évidemment, de s'adapter. Et lui aussi, il a une belle idée maintenant de comment Bivol boxe, de la vitesse, de l'impact des coups. Moi, je pense qu'il aurait tout intérêt à marcher plus tôt sur Bivol. Il a pris le temps, quand même. Il a quand même pas mal reculé. Il a pris son temps, Beterbiev, avant de mettre la marche avant et de vraiment... faire mal sur chaque c'est vraiment la deuxième moitié de combat. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que 1 démarre plus vite et 2, même s'il avait commencé à investir au corps, il avait fait rapidement et on s'en était rendu compte, toi et moi, au revisionnage. C'est pas quelque chose qu'on avait vu au tout début. Le refaire, mais vraiment avec plus impactant encore. Limite te concentrer, quoi. Tu sais, te concentrer sur le corps plus que sur la tête pour pouvoir vraiment investir dès le départ et viser un arrêt 6e, 7e. Quoi. En plus, il a 40 ans, Beterbiev, mais c'est l'avantage aussi d'avoir la revanche tout de suite et pas dans 2 ans, tu vois. Bon, il a 40 ans, il est plus vieux que Bivol, mais il a montré qu'il pouvait tenir ses 12 rounds et qu'il pouvait tenir ce rythme. Donc je vois pas, en 4 mois, il va pas avoir perdu son cardio ou des choses comme ça. Donc plus je le revisionne aussi, en 3e maintenant, c'est le 3e revisionnage, plus moi je suis à chaque fois plus impressionné par la défense de Beterbiev. En fait, il y a souvent des coups qui tapent quand même dans les gants, qui sont esquivés, qui sont parés. Enfin, il y a cette impression avec ces combinaisons que Bivol touche beaucoup, à l'observation très pointilleuse, c'est parfois pas toujours le cas en fait. Oui, et de toute façon, c'est ce que moi je pensais dans le premier combat, c'est ce que je pense que les juges ont voulu privilégier. À un moment, il faut décider si tu vas privilégier l'efficacité ou le volume. Le volume que Bivol avait, il y a quand même beaucoup de coups qui sont bloqués. Des coups qui vont pas te faire mal, des coups qui vont pas, tu vois. Alors que Bivol, quand il touchait, tu sentais que c'était différent. Tu sentais qu'il y avait de l'efficacité, qu'il y avait de l'impact. Et en plus, il y avait un peu plus de précision. Donc ouais, je pense qu'il aurait tout intérêt à avancer plus tôt dans le combat, à travailler au corps, et puis rentrer dans la tête de Bivol. C'est-à-dire, j'ai pas mal, tu vois. J'ai pas mal, j'avance et je frappe. Donc c'est pareil, c'est compliqué parce que les deux ont beaucoup d'informations maintenant sur l'un et sur l'autre.
c'est pas pareil d'entamer un combat. Tu disais, la puissance de Beterbiev, Bivol la connaît. Ils ont passé 36 minutes dans le ring ensemble. C'est ça. Donc il faudra voir. Je pense que pour le coup, celui qui a la plus grande propension au changement dans ce combat, c'est Bivol. Et le deuxième combat va beaucoup dépendre de ce que Bivol va proposer, je pense. Beaucoup plus que Beterbiev, qui est un excellent boxeur, mais qui n'a pas autant de tiroirs techniques en fait à proposer. L'arsenal technique est plus développé, on va dire. C'est ça. Chez Bivol. Donc il y a forcément plus d'avenues. Alors que Beterbiev, on sait qu'il va devoir frapper fort, et il frappe fort, et il va juste devoir le faire plus tôt. Je parlais de 13e round, c'est-à-dire qu'on va entamer le combat, il y en a déjà eu 12 avant. Tu penses que le combat démarre plus vite aussi ? Tu vois, on rentre plus vite dedans fort ? En fait, c'est quand je parle du fait que c'est Bivol qui va peut-être dicter un petit peu comment va se passer ce deuxième combat, c'est de ça dont je parle en fait. C'est de savoir est-ce que Bivol, lui, il va se dire j'ai plus peur maintenant, j'ai plus peur. Et attention, quand je parle de peur, on met des grosses guillemets. Voilà, j'ai compris maintenant, je sais comment il frappe, j'accepte de rester plus à l'intérieur. Est-ce qu'il commence à le faire tout de suite ? Ou est-ce qu'effectivement, il va prendre l'option dont tu as parlé en début d'épisode, où il va chercher à se déplacer beaucoup, à rester plus loin, à travailler en volume, et là, ce sera pas vraiment un 13e round. En fait, j'ai l'impression, s'il prend plus ton chemin, j'ai l'impression que le risque est énorme. Ah oui, c'est sûr. Tu peux tellement te faire coucher, tu vois. C'est sûr à 100%. Maintenant, mon approche à moi, c'est de me dire... Par contre, tu peux plus le mettre... tu as raison, Beterbiev a été au sol dans sa carrière. Tu as plus de chances aussi de provoquer quelque chose de positif dans ce sens-là. Et si tu veux... le risque, quoi. Ah oui, non, mais le risque, il est énorme. Mais je me dis que tu as pris la première route, le premier combat, tu as pris la route en étant Bivol. Tu as fait ce que tu sais faire de mieux, en fait. Et ça n'a pas gagné. Ça n'a pas fonctionné. Oui. Est-ce qu'on se dit qu'on fait la même chose ? En fait, moi, en fait, l'idée, c'est même pas c'est d'être encore plus Bivol que Bivol n'a été Bivol encore. Sauf qu'il faut s'attendre à un plus Beterbiev. Tu vois ? Il a le droit de s'adapter aussi. Donc je me dis, c'est ton deuxième combat. Je voudrais vraiment qu'il y ait un troisième, mais il faut que Bivol gagne. On a un troisième, clairement. Turquie Al-Alchik l'a déjà dit, parce que si Bivol gagnait, il y avait trilogie. Il faut une trilogie de toute façon. Ce serait cool. Et pour moi, si Bivol doit gagner, tant qu'à faire. Moi, c'est plus mon approche. C'est tant qu'à faire, on y va et on essaie de le coucher. Je sais pas ce que tu en penses. Je trouve que dans les grands fights de la boxe qu'on peut faire en ce moment, ceux qui ont été faits ou ceux qui sont en imagination encore dans nos esprits, je trouve que c'est le combat le plus fascinant. Ouais. Sur l'opposition de style, sur ce que les deux peuvent proposer, même tu vois, sur les ajustements dont on parle, c'est une opposition de style complètement fascinante, Beterbiev-Bivol. Complètement, parce que le truc, c'est que en plus au-delà du fait que ce soit vraiment deux styles vraiment opposés, c'est intéressant parce qu'en termes de qualité mentale, les deux sont très forts. Bivol, dans le combat, il a reculé à la fin, certes, il a reculé dans les 3-4 dernières reprises, mais il a reculé en boxant. Il a reculé en produisant, il a reculé en boxant, il a fait jusqu'au bout du combat, il a essayé d'être dangereux en fait, Bivol. C'est là où c'est important. Il a jamais accepté réellement de s'écrouler mentalement, tu vois. Il a jamais accepté ça. Il est resté combattant, il a combattu jusqu'au bout. Même sur ces 3 dernières rounds où c'est compliqué. C'est difficile. Tu vois que c'est dur et donc il est obligé de reculer. Parce qu'à un moment, la pression, tu peux pas la supporter et c'est normal. Et les coachs dans son coin ont judicieusement demandé recul et travail en combinaison. Mais tu sentais que mentalement, il est encore là. Et il fait la revanche. Tu vois qu'il aborde la revanche pas en étant défait. Bien au contraire, tu as l'impression que lui, il a trouvé des moyens de gagner et c'est ce qu'il va apporter samedi sur la table. Donc c'est de loin le combat le plus fascinant. Je vois pas quel combat peut être plus fascinant aujourd'hui. Pourtant, vous savez comme j'aime... Il y en a un, j'en ai un en tête. De qui tu parles? C'est un combat qui se passera au Japon. Je sais. On espère le plus rapidement possible entre Inoue et Nakatani. Inoue et Nakatani. Et Nakatani qu'on va retrouver, je vous en parlerai en fin d'émission, dans quelques jours sur RMC Sport. Tu disais, on aimerait la trilogie. Donc on aimerait voir Bivol gagner, en fait. Ouais. Mais qu'est-ce qui est vraiment bon pour la boxe? Je sais pas. C'est pas Beterbiev qui gagne. J'ai l'impression qu'en fait, si Beterbiev gagne pas là, on n'aura pas de combat de plus. Qui finirait sans doute avec la trilogie. Oui. Alors que là, on peut peut-être avoir Beterbiev-Benavidez. Ah, ok, d'accord. Je comprends. Ou Beterbiev-Usyk si Usyk veut se taper un délire, mais j'y crois plus beaucoup. Non, vu ses déclarations récentes, j'y crois plus beaucoup. Je pense pas non plus. Alors, ouais, ok. Je vois maintenant ce que tu veux dire. Parce que moi, là, j'allais te dire, c'est quoi le problème si Beterbiev s'arrête? Il a fait une belle carrière, c'est cool. Après, pour lui. D'ailleurs, il peut peut-être s'arrêter en gagnant la revanche. Il peut peut-être faire s'arrêter là-dessus. Et on lui en tiendrait pas grief vu son âge et son parcours en amateur puis en pro. C'est vrai. Mais en tout cas, moi, si tu me demandes à moi, le fan de boxe,
ce serait cool qu'on ait la trilogie. Ouais, donc ça veut dire que là, j'ai envie que Bivol gagne en fait. Mais ce serait cool d'avoir Beterbiev Benavidez évidemment, aussi, vu ce que montrait Benavidez récemment encore. Ouais, évidemment, c'est clair que ce serait sympa. Après, peut-être que Beterbiev va gagner et continuer. Hein. Bon. Ouais, aussi, hein. Non, c'est pas exclu non plus. C'est la suite, on la verra après ce combat-là, mais déjà, il a un gros morceau devant lui. Ouais. D'autres choses à rajouter avant qu'on passe aux autres combats de la carte, des points techniques ou des points d'ajustement qui t'intriguent dans ce combat-là? Non, je pense que tout est clair. Je vous renvoie à nos épisodes. Pour le reste, je pense qu'on avait déjà tout dit. Et en fait, c'est quoi? C'est pour ça que je voulais faire l'épisode aussi sur toute la carte. Ouais. En fait, on fait pas une heure d'analyse sur cette revanche. Non. Parce que les choses sont assez claires. Non, tout est clair, tout est dit. Si vous voulez plus de clés techniques, je vous renvoie non seulement à notre preview du premier combat, et surtout au débrief avec John Dovey. Et John Dovey rapporte des infos très importantes, vu qu'il connaît très bien Beterbiev. Donc voilà, je vous renvoie à ces 2 épisodes-là. Vous aurez beaucoup de clés techniques et derrière, on est tous prêts pour la revanche. On lui fait un gros clin d'œil parce qu'on sait que quand il y a combat de Beterbiev, John, c'est différent pour lui. Ouais. C'est très différent. On passe au reste de la carte. On va remonter parce qu'on va pas faire très gros sur tous les combats, ça va dépendre du taux d'intérêt qu'on a, mais on va remonter un peu sur tous. Dubois Parker pour la ceinture IBF. Le gagnant, a priori, prendra Alexander Usyk pour le titre incontesté, puisqu'on rappelle que la ceinture IBF, lui, avait été retirée après le Fury Usyk 1, puisqu'il voulait la revanche plutôt que de prendre le challenger obligatoire, qui était Hrgovic à l'époque. Et Dubois avait ensuite battu Hrgovic, puis Joshua. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? En fait, il a l'air équilibré sur le papier. Ouais. Je le vois pas aussi équilibré que ça dans ma tête quand je l'analyse. De quel côté? Du côté, je vois Dubois fort. Ok, d'accord. Moi, c'est intéressant parce que moi, je vois Parker gagner. Ok. Voilà, on va pour ceux qui disent qu'on est trop souvent d'accord avec Baba. En fait, j'ai l'impression que c'est pas du tout le style qui va lui aller à Parker. Ouais. Déjà avec le jab de Dubois, qui est bien relou, et il va lui en faire manger toute la nuit. Les 2 dernières grosses victoires de Parker, donc Wilder et Zhilei Zhang. Si tu regardes bien les combats, il laisse Zhang comme Wilder laisse totalement Parker installer son gameplay. C'est vrai. C'est lui qui dicte le combat. C'est vrai. Le Dubois que j'ai vu contre Hrgovic et Joshua, ça va pas être ça. Il t'autorise rien, lui. Il est agressif. Il te laisse pas respirer. Et il est là pour te coucher. Ah, je suis d'accord. Lui, il t'autorise rien. En fait, j'ai l'impression que le style de ce match-up-là va pas du tout à Parker. C'est dans ce sens-là. Non, je suis d'accord. Super combattant, il a ses chances. Je dis pas du tout que c'est. Mais tu vois. Bien sûr. Non, le style, moi, c'est vrai que comme ça. Sur le style, sur ce que tu dis, en tout cas, sur les 2-3 premières reprises, c'est gros danger pour Parker. Ça, c'est clair et net. Gros danger. Et même, il a montré maintenant ça peut aller jusqu'au 4-5. D'autant, excuse-moi, je te coupe, mais la rumeur, elle veut, alors j'ai pas vérifié, je suis pas dans son camp, mais la rumeur que je vois tourner moi, c'est que Parker a pris du poids. Il veut arriver lourd. Je l'ai vu, moi. Il veut faire la bagarre. Tu le vois sur l'image. Tu le vois sur les images. Je les ai pas bien vues, les images. Ah ouais, clairement. Et j'ai pas l'impression que c'est positif non plus. Il a pris de la masse. Ça m'a fait douter. Tu veux aller te battre avec Dubois? D'accord. Après, maintenant, si c'est prendre du poids pour vraiment résister aux défis physiques, pourquoi pas. Mais c'est sûr qu'il va perdre de la vitesse et c'est quelque chose dont il avait besoin. Ça, je suis complètement d'accord. Ceci étant, moi, je vois Parker gagner si le combat dure. S'il arrive à se sortir de ce piège-là, des premiers rounds, je pense que derrière, il peut ensuite imposer son style, imposer sa boxe et remporter parce que c'est un meilleur boxeur que Dubois. C'est juste que Dubois, là, il a réussi à trouver son style. Là, c'est intéressant. Il a réussi à trouver son identité en fait de boxeur. Il a une confiance qui est XXL en plus. Il est fort physiquement. Il a un excellent jab. Il a réussi vraiment à l'imposer. Je pense que le jab va être une vraie galère pour Parker. Et c'est clair que ça va être très dangereux dans les premières. Moi, je pense qu'il a choqué Joshua dans les premières reprises. Dans les 2 premières, il le choque. Mais ça, je vais te dire, ça se voit même à la tête de Joshua. Il s'attend pas à ça. Il comprend pas. Parker, il a pour lui de savoir maintenant ce qui se passe avec Dubois. Il a 2 combats, il a eu 2 combats pour l'analyser et je pense qu'il a des coachs intelligents avec lui. C'est un combattant intelligent lui aussi, qui a une belle 2e partie de carrière en plus maintenant. Donc je pense qu'il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire, mais je serais pas du tout surpris si Dubois le couche en 2 ou 3. Il n'y aura pas de surprise. Un early KO de Dubois, c'est un pari qu'on peut prendre. C'est ça. Mais si le combat dure, je vois bien Parker finir par s'imposer. Et je peux te suivre, mais je vois aussi une possibilité qu'un combat qui dure ressemble un peu à Parker Joyce de 2022. Destruction pas à pas. Ouais, ça peut. Parce que Parker a pas la place pour mettre son plan, tu vois, et que l'autre est trop agressif et ça peut. Petit à petit. Ça peut. Petite pierre par petite pierre. Si Dubois il arrive à rester intelligent entre guillemets, à continuer de travailler derrière son jab, si le combat dure, ce Dubois là, il est compliqué à boxer. Il est compliqué. Bien sûr. Et je vais te dire même moi le Dubois d'aujourd'hui. Même si sur le premier combat, malgré la controverse du Kuba ou pas Kuba contre Usyk, il est archi dominé pendant tous les rounds. Cette victoire, elle est ultra méritée pour Usyk, mais j'ai bien envie de voir la revanche. Il est dangereux. C'est un autre Dubois. Il est dangereux.
C'est un autre Dubois. Il a les qualités, en tout cas, pour mettre en danger Usyk. Ouais. Il faut, bien sûr. Tu préfères quoi, toi? Une victoire de Dubois pour la revanche ou la belle histoire de Parker qui continue et qui, tu vois, c'est le particulier. retour, le phénix qui renaît de ses cendres, l'ancien champion du monde qui était un peu. Franchement, après Joyce, tout le monde dit Parker, c'est fini. Hein. C'est ça. Mais il y aura une belle histoire à ce qu'il revienne et il y a deux belles histoires. Dispute. Undisputed contre Usyk, tu vois, ce serait joli, quoi. Ce serait bien. Dubois, il a eu sa belle histoire. Tu vois, parce que pareil. En vrai, pareil. Après Joyce, tout le monde dit c'est terminé, il a pas du tout ce qu'il faut, c'est un lâche. Enfin, c'est quand même incroyable de dire ça d'un boxeur, mais c'est vraiment des choses qui ont été dites sur Dubois. Donc, qui sont revenus, c'est bien. Moi, j'aime bien Parker. J'aime bien ce boxeur, donc c'est pour ça que ce serait cool pour lui, tu vois. La vérité, c'est que stylistiquement parlant, si Usyk il doit continuer sa carrière, autant qu'il prenne un Dubois. Je veux les combats qui me font presque chier en tant que fan, tu vois. Non, mais bien sûr. Mais je la préfère aussi. Et puis, en vrai, ça mettra un terme à la polémique. Ouais. Tu vois, il y aura pas des mecs qui reviendront parce que ça existe depuis ce combat-là, des mecs qui, à chaque fois que tu parles d'Usyk, viennent te dire mais il n'y avait pas de combat contre Dubois. Oui, bon, après, on sait que c'est des Anglais qui en ont marre. Oui, qui en ont marre de voir Usyk venir les détruire chez eux, un par un. Mais la revanche, je pense qu'elle aurait un sacré bon goût à avoir, cette revanche Dubois-Usyk. On devait avoir donc en Coco Main Event, qui est quand même une folie, ce qui vous montre la qualité de la carte, parce que Shakur Stevenson, ça reste une star de la boxe aujourd'hui. Oui, évidemment, il est un excellent combattant. C'est des main events sur ESPN avec Top Rank. Enfin, c'est un mec qui, quand il était encore chez Top Rank, mais c'est une star. Oui, bien sûr. Et c'était le 3e combat prévu. Enfin, ça vous montre la qualité globale et la densité de cette carte. Il devait affronter Floyd Scofield, qui est un prospect américain qui monte. Finalement, Scofield donc, est malade. Enfin, il y a eu les annonces cette nuit. The Ring a annoncé qu'ils avaient appris, que Scofield était malade et forfait. Selon une source bien placée chez les Saoudiens. Donc, ce ne sera pas Scofield et ce sera Josh Padley, un Britannique invaincu qui le remplace, qui avait fait un upset sur Marc Chamberlain sur Dubois Joshua à Wembley. C'est comme ça qu'il a gagné ce combat. Exactement. C'était le combat que j'attendais le moins. Quand c'était Stevenson-Scofield, parce qu'on allait vers une décision en 12 rounds de Stevenson, je pense, à un niveau d'écart avec Scofield encore assez grand. Et c'est un peu les dernières perfs de Stevenson, ça se répétait encore là. Et je pense que l'écart est encore plus grand avec Padley. Mais Shakur reste Shakur, qu'on va voir une décision en 12 rounds. Et je vais dire, c'est vraiment le combat qui m'excite le moins de la carte, Baba. Ouais, c'est compréhensible. Déjà, Stevenson, de par son style, il va moins exciter les masses. Sublime défensivement, mais pas spectaculaire. Moi, j'aime beaucoup son style, personnellement. Mais c'est clair. Le coach qui parle. Voilà. Après, je sais que c'est pas pour tout le monde. Donc, c'est pour ça, encore une fois, je vais pas rentrer dans le débat. C'est les styles, tu aimes bien. Et t'as le droit de bien aimer tel combattant et de pas aimer tel combattant. Donc, déjà, tu savais que de ce côté-là, c'était une petite redescente sur la carte par rapport au reste des action fighters. Clairement, là, tu savais que c'est pas une guerre que tu allais avoir. En plus, là, avec le changement d'adversaire, c'est un mec qui vient. Moi, je pense qu'il a dû se préparer quand même quelques semaines. Je pense qu'on a demandé d'être prêt. À l'arrache totale. C'est assez cryptique parce que Stevenson, à l'annonce du combat, il dit que Stevenson, il dit que Scofield, il veut pas vraiment faire ce combat et qu'il sera pas là. Voilà. Donc ça me surprendrait pas qu'ils avaient prévu un backup. Ça est tombé cette nuit, au moment où on enregistre cette info-là. Tout est très nébuleux. Il y a le papa de Scofield qui prend la plume sur les réseaux sociaux, qui accuse qu'on ait empoisonné son fils avec Snack, l'entreprise de nutrition qui est dirigée par Victor Conte, qui est l'ancien de Balco. Le sulfureux. Exactement. L'affaire de l'athlétisme du début des années 2000, c'était lui derrière. Aujourd'hui, il a une boîte de nutrition qui bosse avec beaucoup de boxeurs d'ailleurs. Donc le camp Scofield accuse que ça a été empoisonné, que c'est la masseuse aussi de Stevenson. C'est bizarre, ça. Moi d'ailleurs, il nous écoute pas, mais si je suis Scofield, je dis à papa arrête de parler sur les réseaux sociaux parce que tu es en train de me faire une réputation qui est très mauvaise. Il faut lui prendre son téléphone et qu'il arrête tout de suite. Oui, tout de suite. Donc c'est très nébuleux ce qui s'est passé, mais Stevenson, Josh Padley. Ah ouais, non, là, c'est une redescente. C'est pas le combat le plus fun de cette carte. Je vais pas vous dire que c'est à ce moment-là qu'il faudra aller vous faire à manger ou quoi. En tout cas, vous avez 12 rounds. A priori, vous avez 12 rounds. Sauf si Stevenson nous fait mentir. Stevenson, c'est must-watch boxing pour moi et pour les amoureux du noble. Ouais, faut vraiment aimer la technique. Voilà, maintenant je comprends s'il y en a qui n'aiment pas. Ouais, tu vois, surtout juste avant un combat de poids lourd où ça peut envoyer fort, juste après le combat dont on va parler là, qui peut aussi envoyer du chaos, ça peut être compliqué. Après, à mon avis, Stevenson contre Padley, je pense que ça descend sur la carte. On verra ça samedi soir. Faudra voir, Je suis même pas, c'est même pas impossible que ce soit pas l'ouverture.
désormais. Ouais, c'est possible. Tu vois, parce que vu les autres combats qu'il y a, ça pourrait être une logique de le descendre un peu. Ouais. Bon, on a dit tout ce qu'on avait à dire là-dessus, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. On passe au championnat WBC des moyens, Carlos Adames contre Hamza Shiraz, le Britannique. C'est pas le combat qui m'excite le plus. Par contre, on peut voir une star naître. Ouais, c'est pour ça. Pas loin. Moi, il était pas loin là, de mon top 3. J'aurais pu le citer. Et quand je parle d'une star naître, je parle de Shiraz. Ouais, Shiraz, il est fort. C'est un très bon boxeur. 15 KO de suite. Ouais. Il a plus vu la décision depuis 2018. Il termine ses adversaires. C'est un boxeur agréable à regarder en plus, agressif. Ouais. Donc c'est très intéressant. Puissant, agressif, qui fait mal. Dans une belle catégorie en plus. Donc ouais, on peut assister. Un gros physique pour la KT. Ouais, il est grand, il est balèze. Donc s'il gagne là, ouais, clairement, on a une nouvelle star anglaise encore. Et je pense que c'est le combat parfait. C'est-à-dire que Adames, le Dominicain, c'est du bon boxeur, bonne technique, un peu académique. C'est pas ultra brillant. Je pense que des champions aujourd'hui de la KT des moyens, donc on a aussi Janibek qui défendra sa ceinture. Hein. Lui, on l'oublie pas contre Anoël Ngabi Sembe. Désolé pour la prononciation, mais on va vous en reparler de ce combat-là le 5 avril au Kazakhstan, qui est le champion de WBO IBF. Un Français dans un gros combat, donc évidemment qu'on en reparle. C'est un beau printemps pour même si on a eu une mauvaise nouvelle hier pour la boxe française. Très mauvaise nouvelle. Mbili Lele Sadjo est annulé pour ceux qui n'auraient pas suivi ça, mais on y reviendra plus tard parce que c'est pas le sujet de l'émission, mais les fans de boxe en France ont beaucoup perdu hier avec tout ça. Il y a Erislandy Lara aussi, qui est le champion WBA de cette catégorie des middle. Je pense que Adames est de loin, pour moi, le moins bon champion des middle en ce moment. C'est un bon boxeur, mais c'est pas le meilleur dans cette catégorie. Ouais, c'est pas un... Et il a affronté un seul adversaire au physique vraiment plus impressionnant que lui. C'était Patrick Teixeira, le Brésilien. C'était dans la catégorie d'en dessous, puisqu'il vient des super welter. Notre ami Adames, il s'est fait dominer. Il a perdu bien. Shiraz, il y a un jab aussi qui est assez bon. Il sait très très bien utiliser son jab. Il fait assez mal. Je pense qu'il va faire passer une très mauvaise soirée à Adames sur le jab. En fait, je vois vraiment l'éclosion de Shiraz. Je vois un beau KO de Shiraz et l'éclosion de... Ce qui peut être, en plus, il y a toute cette ancienne génération qui est en train de plus ou moins être sur la fin et partir. Il peut vraiment être une nouvelle star britannique de la boxe. Et on sait à quel point la Grande-Bretagne est un marché important pour notre sport, Baba. Je pense que c'est important pour lui parce que, il peut devenir une nouvelle star au UK. Et en plus, il est dans une catégorie qui a besoin de renouvellement. Lara, il a, je sais plus, 41, 42 ans, je crois. Oui, c'est ça. Donc, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire dans cette catégorie. Il peut en fait récupérer une ceinture et la défendre pas mal de fois, entre guillemets. En tout cas, s'il arrive, s'il est au niveau qu'on lui prête et auquel on croit, je pense qu'il peut faire pas mal de défenses chez lui en Angleterre, ramener du public, continuer à accroître sa popularité et devenir un combattant important. Donc en fait, toutes les conditions se réunissent, il faut juste qu'il gagne ce combat-là. Exactement. Mais après, il y a un combattant en face, il y a Adames qui sera prêt. Qui est solide aussi. Donc il peut le frustrer sur 12 rounds et gagner. Ouais, tout à fait. Très clairement. Tout à fait, mais oui, il a un boulevard devant lui. S'il fait un beau combat, qu'il gagne et qu'il met en plus... Tu vois, la petite cerise sur le gâteau du beau KO. Shiraz, ça peut vraiment exploser chez lui comme ailleurs d'ailleurs. Ouais, en fait, le fait qu'il soit sur cette carte prouve que, en tout cas, les Saoudiens, ils croient vraiment en lui. Ils ont un champion aussi qui peut faire quelque chose d'important et communautairement parlant aussi, qui peut ramener aussi beaucoup de fans, beaucoup de dieux. Donc je pense qu'il est important aussi important pour Turquie qu'il est pour le UK et qu'il est pour les promotions actuelles. Shiraz, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu non plus 50 combats, mais des combats que j'ai vus, j'avais des petits doutes un peu défensivement, un peu le footwork aussi, mais je trouve tout simplement pas qu'Adames ait les qualités pour exploiter ça. Non, il faudra quelqu'un de plus slick que ça pour le faire. Janibek, ce sera autre chose. Voilà, Janibek, ça reste le meilleur combattant de la catégorie de toute façon. Et justement, Janibek, c'est un step trop haut pour Shiraz. Donc Shiraz, faut qu'il continue, même s'il gagne là ce week-end. Enchaîner quelques défenses. Il faut qu'il enchaîne parce que là, Janibek, pour moi, là, il est pas prêt. Je vois totalement voir ce qui se passe avec Lara, parce que Lara va peut-être pas continuer non plus des années et des années, donc le titre pourrait peut-être s'écarter, à voir ce qui peut être fait. Adames, c'est une de ses caractéristiques aussi, c'est qu'il switch pas mal. Mais pareil, il manque, tu vois, c'est pas l'élite de l'élite. Non, c'est un boxeur très bon boxeur. Et vraiment, je pense qu'il va emmerder Shiraz, à part s'il se fait rouler dessus dès le premier round. Je pense qu'il va emmerder Shiraz quand même pas mal de rounds. Mais Shiraz a cette capacité d'aller chercher cette bataille à l'intérieur et de mettre son KO, je pense vraiment. Bon, en tout cas, suivez-le parce que je vous dis, c'est très spectaculaire, c'est agressif. Shiraz, c'est pas forcément un boxeur qu'on connaît beaucoup dans le grand public, donc ça va être l'occasion d'avoir des yeux là-dessus. Et c'est marrant, tu parlais de la communauté saoudienne. Tu sais qu'il y a 2 autres combats sur cette carte.
mais dont personne ne parle. En ouverture, il y a deux Saoudiens invaincus en fait. Ouais, donc pour le coup, Turquie, mais aussi des petits prospects locaux. Tous, hein, alors c'est contre des journeymen avec des bilans très négatifs, donc c'est pour faire briller les petits pouces. Je trouve que c'est cool pour les deux d'être sur une carte aussi prestigieuse. Voilà, c'est clair. Là, quand même, tu pourras dire tu as fait l'ouverture de cette carte-là et c'est important. Et de toute façon, c'est ce que fait, toute la zone qui organise des gros galas comme ça. On a le One, Qatar 171, pardon, qui sera demain et pas vendredi d'ailleurs. Petite parenthèse, et à 15h. Et pareil, on a une ouverture qui ne sera pas télévisée par nous, hein, ce ne sera pas diffusé par RMC, mais tu as 3 combattants qui viennent des Émirats. Et ensuite, après ça, on prend la partie télévisée. Voilà. Donc, mais ça participe de ce qu'on disait dans l'épisode de la semaine dernière, Alex. Qu'est-ce que tu fais en mettant 2 combattants comme ça? T'es en train d'essayer t'es tourné un petit peu vers l'avenir et t'essayes de recruter localement parce que tu vas avoir besoin de talents locaux bien sûr. pour pouvoir faire ta ligue un petit peu fermée. Écoutez l'épisode d'avant si vous bien sûr. Non, mais tout va avec ça. Tout va avec ça. Mais c'est important. Et surtout, si elle est plus ou moins basée autour de Riyadh Season, tu auras besoin même d'avoir ces locaux et même pour le public local. Et pourquoi pas demain avoir une carte quasiment avec que des locaux et un grand main event. En plus, je suis sûr que mettre les 2 locaux là au début de carte permettra, et pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais Turquie, c'est quelqu'un d'intelligent. Je pense qu'il y a aussi l'idée de se dire on va ramener un peu de public au début. Bien sûr. Qui va suivre les mecs locaux et qui seront là dès le premier gros combat derrière. Puisqu'on rappelle, tous ces 7 combats que vous refait pour être tous cette main event de n'importe quelle carte dans le monde. C'est cette qualité-là de carte. On passe au combat d'après qui, moi, derrière le main event, est celui qui m'excite le plus. Vergil Ortiz contre Israël Madrimov. Championnat WBC intérim des Super Welter. Madrimov, pour ceux qui n'ont pas tilté, c'est l'homme qui a affronté Bud Terence Crawford récemment. Et qui lui a donné tant de problèmes. Quelques problèmes, et on y reviendra beaucoup plus tard. Mais Baba pense même qu'il peut lui en poser plus que ce que Canelo pourrait lui poser en septembre. Ouais, clairement. Mais on aura le temps de revenir sur tout ça. C'est une galère ce combat, Baba. Quand je préparais l'émission, c'est le seul où je suis resté scotché devant mon écran et devant ma fiche. Je sais pas ce qui va se passer. C'est dur à pronostiquer. Je sais pas ce qui va se passer. De très très bons boxeurs là. Ça, c'est là où la carte est de qualité parce que à part Stevenson, tous les combats sont chauds à pronostiquer. Celui-là, quelle galère. Et un combat de cette qualité, je crois pas que dans l'histoire de la boxe, il y a eu un combat de cette qualité au milieu d'une carte. Aussi bas sur une carte. Au milieu d'une carte comme ça, tu vois. C'est l'élite des Super Welter avec Crawford, bien sûr, mais je voulais juste vraiment mettre l'emphase dessus pour bien comprendre à quel point les 2 combattants sont forts. Les 2 boxeurs sont très forts face à face. Virgil, ça fait longtemps maintenant qu'il a attendu à ce niveau-là, de toute façon. Il a délivré, même s'il y a eu 2-3 combats où c'était un peu plus chaud. Et Madrimov, c'est un excellent combattant. Il a montré contre Crawford à quel point il était bon. Super contreur. Ouais. Un des défauts, entre guillemets, parce qu'on parle de combattant d'élite de Ortiz, c'est un peu sa défense. Donc le contre pourrait faire mal. De la place en tout cas. Mais à la fois, de l'autre côté, il a un volume de fou, Ortiz. Madrimov combat beaucoup plus lentement, combat beaucoup plus à son rythme. Je ne sais pas s'il a eu déjà un mec avec un tel rythme face à lui. Pas, en tout cas, pas depuis que sa carrière est à ce niveau-là. Enfin, chacun a des points positifs, chacun a des points négatifs. C'est fascinant de voir ce qui peut se passer entre les deux. Là. Moi, je suis content, Alex, que ce soit ces 2 écoles qui s'affrontent surtout. À aujourd'hui, c'est les 2 écoles. T'as Beterbiev Bivol qui ont 2 styles différents, évidemment. Mais l'école comme ça mexicaine contre l'école de l'Est, pour moi, c'est l'opposition de style la plus intéressante aujourd'hui. Vraiment. C'est là où tu vas avoir les qualités qui vont s'exprimer le mieux de l'un et de l'autre, qui s'emboîtent le mieux. Et à ce jeu-là, on va voir. Pour le coup, je crois que c'est Madrimov qui va devoir s'adapter. Il n'aura pas le choix parce qu'Ortiz te laisse pas le choix en fait. Non, c'est ça. Il te le laisse pas ce choix. Est-ce qu'il va être capable de s'adapter aussi, d'augmenter un peu son volume? Parce que ça va être nécessaire. Est-ce qu'il recule pour essayer de trouver des contres, de s'installer dans le combat, ou est-ce qu'il dit je vais être contré, mais je vais me servir de mes mouvements de buste, des mouvements de tête et de vraiment rester à l'intérieur pour avoir le plus de chances de te faire mal en fait. Parce que cette idée du contreur aussi, pour le coup, c'est la dernière phrase que j'ai notée moi, on a déjà vu Ortiz résister à des gros coups et revenir dans un combat. Pour l'instant, j'ai pas vu Madrimov face à un mec qui va mettre le rythme que va lui mettre Ortiz. Donc j'ai moins de réponses côté Madrimov que j'en ai côté Ortiz. Complètement. Toute l'interrogation pour moi, elle est là. Qu'est-ce que Madrimov va faire par rapport à ce style-là de combat? On le laisse, Madrimov, on l'a beaucoup laissé. Et Crawford, de par son style, il va te laisser à distance. Il va te laisser parce que Crawford, il est à l'aise dans toutes les distances de combat, de toute façon. C'est Crawford. Et il va faire son combat. On avait 2 contreurs face à face dans ce combat entre Crawford et Madrimov. Là, Madrimov, a priori, et tu parles à tous les combattants techniciens un peu slick qui savent bien se déplacer, ils vont te dire le style de Ortiz, c'est les mecs qu'on veut combattre. Oui. C'est ceux-là qu'on veut pour faire briller de toute façon un mec comme lui. Moi, j'ai besoin d'un mec comme ça.
Tu l'as maintenant, Madrimov. On veut voir maintenant. Nous, on veut voir à quel point t'es fort. C'est lui qui doit le plus s'adapter, comme tu disais, pour aller clairement. chercher la victoire. Clairement, Ortiz, il va s'adapter à rien. Ortiz, il va venir, il va faire son style de toute façon. Il va faire son style, il va t'inventer dessus, il va envoyer du volume. Ortiz, c'est quelqu'un qui envoie près de 1000 coups par combat, de toute façon. Donc, à partir de là, c'est qu'est-ce que toi tu fais par rapport aux défis physiques que lui, il t'impose. Et tu vas devoir t'adapter techniquement. Oui, et j'ai l'impression, c'est qu'un sentiment, mais j'ai l'impression qu'il aura du mal à s'adapter à ça. Madrimov. On va voir. On va voir. C'est clair qu'il donne l'impression, Madrimov, souvent, comme Janibek. C'est des mecs qui te donnent l'impression que si tu les titilles pas, ils sont très tranquilles dans leur rythme de sénateur. Quand ils installent leur rythme de combat, c'est compliqué. Ils aiment bien se mettre juste au-dessus de toi et se dire voilà, c'est bon, ça va suffire pour aujourd'hui. De toute façon, si je peux te descendre, je vais te descendre, hein, mais ça va suffire. J'ai l'impression que c'est la première fois depuis que sa carrière a atteint ce niveau-là à Madrimov qu'il n'aura pas le choix. Non. Il n'aura pas le choix du tout. Et j'ai très hâte des premiers rounds. Ouais. De voir ce qui va se passer dans les premiers rounds et comment Madrimov fait face à ce défi qui est différent. Et globalement, parce qu'on s'amuse un peu avec ça depuis le début, je me suis amusé sur tous les combats. Pour la boxe, je pense qu'il est bon qu'Ortiz gagne. Il a plus un potentiel de star, il a plus un avenir. C'est vrai, oui. De toute façon, c'est vraiment, c'est pas une préférence, c'est pas que j'aime pas Madrimov ou quoi. Je pense qu'Ortiz, il y a plus un potentiel à faire des choses derrière. Le truc, c'est qu'il a attendu depuis longtemps. Ortiz, il a attendu depuis longtemps et les combats se feraient plus facilement avec Ortiz. Madrimov, c'est pas les Crawford. Il faut comprendre, quand Crawford il a décidé de prendre Madrimov, on s'est tous dit waouh. Il choisit pas la facilité en fait, Crawford, parce que c'est vraiment un bon boxeur qu'il avait en face de lui. Si Madrimov gagne, pour ses débuts en super welter, Crawford. Si Madrimov gagne, il se remet dans une position où vous pouvez plus m'esquiver maintenant. Je suis là, voilà, j'ai battu Ortiz. Vous êtes obligé, un des gros noms, vous êtes obligé de m'affronter en fait. Vous avez plus trop le choix. Donc, je pense que ce que tu dis, il n'y a pas que la boxe qui veut Ortiz. Il y a aussi pas mal de mecs qui secrètement se disent c'est mieux si Ortiz gagne. Ce serait pas mal quand même. Il y aurait quelque chose derrière. En tout cas, je pense que c'est un combat à pas rater sur cette carte. Si vous aimez la boxe, là, il faut rester scotché parce que c'est au-delà des considérations personnelles qu'on a toi et moi. C'est le deuxième gros combat de la carte et il faut pas le louper. Oui. Et franchement, moi qui suivi un peu tous les spécialistes dans les réseaux boxe et tout, c'est très 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 attendu par tout le monde. Sûr. Il y a personne que j'ai pas vu passer un Ortiz Madrimov, ça m'emmerde comme combat. Non, tout le monde est très très concentré sur celui-là. Et on passe à celui qui t'intéresse le plus, toi, derrière le main event, et on n'est pas loin puisque je vous ai dit, moi je le mets numéro 3 sur cette carte. Zhilei Zhang, le poids lourd chinois contre Agit Kabayel, l'allemand, ceinture doublée et baissée intérim. Là, une nouvelle fois, mais c'est la boxe, vous savez ce qu'on en pense, mais quel intérêt de mettre une ceinture doublée et baissée intérim. Le champion, c'est Usyk, il a défendu il y a 2 mois, même pas. Bah écoute, c'est voilà, on sait ce qu'il faut. C'est la boxe. Pourquoi ? Puisque c'est celui qui te fascine le plus avec le main event. Qu'est-ce qui te fascine dans ce combat-là, Baba ? C'est les deux combattants, c'est les comment te dire ça ? C'est les deux combattants cool du moment en fait, dans la catégorie des poids lourds, tu vois. C'est les deux combattants que t'attendais pas à un certain niveau et qui ont réussi à déjouer certains pronostics pour se retrouver dans cette carte-là et avoir un choc entre les deux mecs qui aiment bien gâcher la fête de tout le monde, tu vois. Ouais, complètement. Donc ça c'est super cool. Ça c'est super cool qu'on ait ces deux-là qui s'affrontent. C'est même, puisque tu parles de pouvoir être sur une carte comme ça et faire un combat cool entre les deux, Kabayel, je pense que c'est le combattant qui a le plus profité, ou en tout cas un de ceux qui a profité le plus de l'effet Riyad Season. Ah mais de loin. Kabayel, quand il bat Chisora en 2017, tout le monde s'en fout. Pour parler, mais clairement, aucun promoteur vient avec lui pour essayer de le monter, rien. Il continue de végéter. Chisora, d'ailleurs, la victoire, elle a plutôt bien vieilli. Ouais, carrément. D'ailleurs. Et il végète sur la scène européenne, ce gars-là, pendant des années, même après Chisora. Tu te dis, t'as encore un de ces boxeurs allemands qui est là, qui est tu vois la liste des combats, tu connais personne qui l'affronte quasiment. Les mecs veulent pas les affronter. Et puis d'un coup, Riyad Season. Riyad Season, on lui offre des opportunités. Arslanbek, Mark Mahmoudov, Frank Sanchez, il fait 2 belles victoires. Et il s'offre un super combat contre Zhilei Zhang avec ceinture intérimaire qui peuvent donc mener à plus de choses derrière. Ah mais clairement, déjà quand on le ramène contre Mahmoudov, on le ramène pour perdre. Oui. On le ramène pour perdre. Évident. Mahmoudov, il est là, il a son physique, le lion, ça fait longtemps déjà que tout le monde dit, même s'il avait déjà eu une première déconvenue, tout le monde se dit ok, c'est bon, il va remonter la pote, Mahmoudov, et à partir de là, il va se mettre dans les bonnes conversations. Sauf que Kabayel le tabasse. Et franchement, il le tabasse, il le bat. Derrière, Frank Sanchez, c'est un excellent boxeur. Sanchez, encore une fois, c'est des bons gars, tu vois. C'est les mecs chiants, j'ai envie de te dire, parce que tu te retrouves dans le deuxième tailleur, les mecs qui sont très forts et c'est très compliqué pour les mecs du top
de les regarder eux, parce qu'ils veulent pas reculer. Ils veulent pas perdre contre ces gars-là. Il n'y a pas de récompense, il n'y a qu'un risque en fait. Donc ces gars-là, ils sont obligés de se battre entre eux en fait. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de se battre entre eux. Et en fait, si tu veux, j'ai l'impression que il y a eu une grosse bataille du second tailleur en fait, et que ces deux-là ont émergé. Zilei et lui ont émergé, et on est en mode ok les gars, vous avez gagné le droit de venir dans la cour des grands, et celui qui gagne en plus, lui aura vraiment le droit d'être dans cette cour là. Forcément, il va avoir un très gros combat. Et on rappelle, Usyk a dit qu'il lui restait 2 combats, donc le vainqueur de Dubois-Parker, et après il a même laissé entendre Alex Pereira. Ça nous fait sourire. Mais pourquoi pas pour un gros chèque d'ailleurs. Donc la ceinture WBC, elle peut rapidement passer d'intérimaire à vraie ceinture en fait pour le vainqueur de ce combat là. De toute façon, celui qui gagne ce combat, son prochain combat sera un main event. Oui. Et peut-être pour un titre normal mondial. C'est pour ça, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, et je suis content que ce soit en jeu sur 2 combattants qui, stylistiquement parlant, ont tout pour plaire aux fans. Oui. Et puis rentrons là-dedans. Parce que pourquoi moi j'aime aussi ce combat, c'est parce que là on a une vraie opposition. Est-ce que Kabayel peut résister à la puissance de Zhang dans les premiers rounds? Il y a presque un canevas à suivre pour Kabayel, c'est Jerry Forrest. Américain en 2021, il affronte, je connaissais pas ce combat, il affronte Zhang Zhang, et c'est en faisant mes recherches pour cet épisode. Zhang le met knockdown plusieurs fois dans les 3 premiers rounds. Il résiste, il survit, et il est pas loin, c'est un 10 rounds, pas un 12 en plus, différence quand même importante. Et il est pas loin de finir, l'Américain est pas loin de finir Zhang, qui finit par l'emporter à la décision, mais dans les derniers rounds, il est pas loin de le mettre très mal. J'ai l'impression que c'est un canevas que pourrait suivre Kabayel. Absolument, ce combat avec son travail au corps, il est plus jeune. Il peut-être plus de cardio. Il peut faire, il y a un bon blueprint pour lui, sachant que en plus l'Américain il a vraiment pas de chance, parce que derrière il est retombé dans l'oubli un peu, alors qu'il fait une belle perf, et que derrière on voit ce que Zhang Zilei arrive à faire. Après c'est plus le même Zhang peut-être aussi. C'est probable. Et il est probable aussi que Zhang il a beaucoup appris de ce combat-là en tout cas. Donc il a eu un adversaire très intéressant. Mais Kabayel c'est un bon boxeur très intéressant qui est très courageux dans plein d'aspects de son style qui vont demander du courage. Il y va sans problème. Il n'a pas peur de casser la distance, il n'a pas peur de rester à l'intérieur. Il est bon pour travailler. Il a montré qu'il avait un menton correct. Et en plus, il encaisse des coups. Et il veut encaisser. Tu vois, il est volontaire. C'est un combattant qui est volontaire. Donc, il a le style pour. Moi, je disais travail au corps. Je le souligne encore parce que son travail au corps est superbe à Kabayel. En fait, Zhang, qui en plus est gaucher, c'est une galère si tu le laisses s'installer. Si tu laisses prendre le centre du ring et travailler à la distance sous lui, il va envoyer ses parpaings, surtout son bras arrière. Puis il est très rapide, Zhang. Il va vite des mains, il va vraiment vite des bras. Ça va être compliqué. Sauf Kabayel est plus rapide. Kabayel, il a la vitesse pour lui de toute façon. Et il va devoir jouer là-dessus et capitaliser à chaque fois qu'il sera dans la distance où lui pourra frapper, il devra capitaliser à chaque fois. Et ça va donner, de par leur nature et tous les deux, en fait, moi je crois que ça va être un combat cabine téléphonique. Ils vont être à l'intérieur, ils vont rester là. Et bonne chance à celui qui prend la première. Et est-ce qu'il peut y arriver, Kabayel, si c'est ce combat-là? Parce que Zhang, je sais même pas si aujourd'hui c'est pas le poids lourd qui tape le plus fort de la planète. Zhang. Moi je dirais bas collé à l'œil, mais je peux pas savoir. Mais il est dans le top. Ça se joue entre les deux en tout cas. Il est dans ce top-là. Ça se joue entre eux. Clairement, ça se joue entre eux. Et moi j'ai un problème avec Kabayel, Baba. Il bouge jamais la tête. La défense, elle est très poreuse. Ah oui. Et ça, au clinch, il est un peu naïf. Enfin, des fois, il prend des coups qu'il ne devrait pas prendre. Dans les 3 premiers rounds, ça, s'il arrive à connecter l'autre bien, en fait, sur cette défense poreuse. C'est vrai qu'il peut se faire descendre et salement. En fait, Kabayel, c'est marrant, ça peut être sale, quand tu le vois boxer Kabayel, à chaque fois que le combat commence, je sais pas, dites-moi, mais tu te dis, il va se faire tuer là. Il bouge trop en ligne. Tu vois, il va se faire tuer. Défensivement, il bouge pas la tête, il bouge trop en ligne. Le combat, il avance et tu te dis, il va le faire quoi. Non, je suis d'accord qu'il est étonnant là-dessus. Et il finit par le faire à chaque fois. Tu vois, donc. Et face à un mec qui tape comme Zhang. Jurisprudence du Plessis, Alex. J'aime quand on crossover les sports comme ça. Tu me montres 2 fois, j'arrête de douter. J'arrête. Voilà, c'est tout. Et en 2023, il est presque stoppé Kabayel, je l'ai noté aussi en préparant, par Agron Smakiki. Ouais, tu vois. On n'est pas sur du poids lourd d'élite, là. Donc il peut prendre ces coups-là aussi et être pas loin. Cette défense poreuse, elle peut lui jouer de sacrés mauvais tours. Là, en tout cas, même s'il a créé des surprises... Il se protège pas c'est sur un clinch, il se protège pas du tout à la tête et tout. Non, il a créé des belles surprises, mais il a jamais... je crois pas qu'il ait affronté quelqu'un qui tape aussi fort que ça, là. Donc à lui aussi de voir comment il va gérer ça. En fait, voilà, des deux, j'ai l'impression quand même que Kabayel passe un vrai step lui avec ce combat-là. Non, il a déjà fait ses steps, il a Joyce et tout. Attention, il a déjà fait ça. Là, l'autre, en plus sur la carte que c'est, avec un titre, même si c'est qu'un intérimaire en jeu, mais on l'a dit qu'il pourrait vite se transformer en titre normal, enfin à terme.
Ouais, c'est lui, il rentre un peu plus dans l'inconnu Kabayel. Bien là, sûr, samedi soir. c'est à lui de nous montrer qu'il appartient vraiment à cette caste-là. Ouais. Zhang, dans la victoire comme dans la défaite, il a déjà montré qu'il appartient à cette caste-là aujourd'hui. Ça, c'est clair. Tu dirais qui comme ça? Je t'ai pas fait trop de pronos depuis le début de cette carte, mais celui-là, il est tellement intriguant. Ouais. Bah écoute, ça passe, il arrive Kabayel, il arrive à résister à la furie. J'aimerais bien Kabayel, mais je crois que Zhang, ça va être peut-être un peu. Je crois que surmonter la puissance de Zhang, ça va être difficile. Oui, j'ai du mal à croire que Zhang lui arrache pas la tête. Ça va être difficile. Ce serait cool. Pour l'histoire serait carrément belle avec Kabayel. Hein. Vu comme on a dit, c'est ce côté, pendant des années, tu stagnais dans le néant. Et puis il est bien plus jeune. On a besoin qu'un Kabayel. Ouais, aussi. Voilà. T'as raison. Zhang, c'est 40 ans au moins. Hein. Plus que ça, même. Ouais, plus que ça. Ouais. Hein. Donc en effet, pour la boxe, ce serait sans doute beau. Après, il y a aussi un énorme potentiel. Si Zhang s'impose là, t'as un énorme potentiel de faire des combats en Chine ou des gros trucs. Oui. Et une fois qu'il est champion intérimaire comme ça, et s'il veut pas faire Pereira, ou si Pereira c'est un extra showdown en plus après ça, le deuxième combat avant la retraite de Usyk, si Zhang est champion intérimaire, ça a une belle gueule, Zhang. Ouais, ça peut le faire. Si Usyk, bien sûr, a battu le vainqueur de Dubois Parker. Je me projette un peu, mais il y a quelque chose. Mais je pense qu'il y a plus d'éclat à Zhang Usyk qu'à Kabayel Usyk. Oui, bien sûr que oui. En tout cas, dans l'état actuel des choses, oui. Et on finit, Baba, mais on va pas faire beaucoup sur ce qui est censé ouvrir la carte. Donc je sais pas s'ils changeront Stevenson avec toutes les dernières nouvelles. C'est Joshua Buatsi contre Callum Smith. Ça aurait fait un super main event à Londres, à Manchester, à Liverpool. Tu remplissais la salle direct. Championnat WBO intérimaire chez les mi-lourds. Pareil, merci la boxe et ses incongruités. C'est-à-dire qu'il y a un ceinture intérimaire WBO le même soir que la vraie ceinture WBO est défendue par Beterbiev dans le main event. Ouais, c'est clair. Là, on touche quand même au sublime, quoi. Bah là, il fallait une ceinture absolument. Voilà, Je pense qu'il y avait l'idée d'ailleurs de Turquie de tous ces combats des ceintures. Il faut que des ceintures. Bah, dans ce cas-là, fait une Don King 2003. Dans ce cas-là, son élève de CM2 qui fait des ceintures Undisputed, il aurait pu le faire travailler plutôt que de faire une fausse ceinture à WBO, tu vois. Non, mais c'est clair. Fais travailler ton gars. Mais il y avait cette idée. Il y avait clairement cette idée d'avoir une ceinture pour chacun des combats. C'est l'ancien Callum Smith contre l'un peu plus nouveau, même s'il a de l'expérience quand même. C'est le jeune qu'il a depuis un bout de temps en fait. Smith a montré ses limites contre l'élite de l'élite, battu par Beterbiev, battu par Canelo, systématiquement. J'ai pas l'impression que Buatsi soit l'élite de l'élite, pour le coup. Je crois pas non plus. Parce que c'est un prospect longue durée quand même, Buatsi. Par contre, en vrai, Smith, en 175, donc en mi-lourd, il a vraiment battu que Mathieu Boderlich. Son dernier combat, c'était un pur journeyman. Il a battu que Boderlich qui était sur la carte de Usyk Joshua 2, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus. Je crois. Il a évoqué déjà la retraite plusieurs fois après Beterbiev, Smith. On sent que c'est un truc, c'est une victoire qu'il a marquée même psychologiquement, une défaite qu'il a marquée psychologiquement, Beterbiev, parce qu'il a pris lourd. Voilà. J'ai l'impression que tu vois que le mouvement global va vachement vers Buatsi dans un duel comme ça, et qu'on est sur la fin pour Callum Smith. A priori, Buatsi, il est capable, s'il a des ambitions réelles dans la boxe, Buatsi, de très haut niveau, il doit passer Smith, il n'a pas le choix. Il doit le passer. S'il passe pas Smith, c'est nos idées qu'on dit depuis le début de l'épisode, qu'est-ce qui est bon pour la boxe? C'est Buatsi qui gagne, qui est meilleur pour la boxe. Smith, il est plus que sur la fin, il va arrêter probablement après ce combat-là, ou sinon il fera un dernier homecoming et puis il arrêtera, puisqu'on sait aussi que c'est une fratrie qui sont très intégrés dans le système de la boxe en Angleterre, et que je le vois bien se retirer chez lui, moi, tu vois, plutôt qu'en Arabie Saoudite. Oui, de faire une dernière fête, voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on est sur son avant-dernier combat, je pense, à Smith. Donc Buatsi, là, il a tout à faire dans ce combat-là. Le problème, c'est que Buatsi aussi, c'est un bon boxeur qui peut s'endormir dans ses combats. Donc à lui de faire en sorte d'imposer un rythme. Voilà, que Smith les deux d'ailleurs sont un peu des box un peu mécaniques, tu vois, pas toujours super fluide. Ouais, mais voilà, c'est souvent dans leur combat à tous les deux, t'as l'impression qu'il va rien se passer. Ouais, je suis d'accord. Jusqu'à ce qu'il se passe un truc. Au final, il se passe quelque chose, tu dis waouh. Smith, il y a un très bon crochet du gauche. Buatsi, ça travaille bien au corps. Je suis pas méga excité par ce combat, pour tout te dire. Ouais, pour moi, c'est le moins excitant de la carte depuis le départ. Depuis le départ, c'est le moins excitant de la carte. C'est un très beau combat britannico-britannique. Ce serait un super combat de cartes là-bas. En Angleterre, évidemment. Et Buatsi, c'est un combattant que j'ai longtemps attendu au très haut niveau, moi, perso, parce que j'aimais bien son style. Mais voilà, au final, ça fait longtemps maintenant, et peut-être que la hype a un peu redescendu. Et moi, je vais te dire, je suis même pas certain de ça, mais je vais te citer l'ami Tokeru sur Twitter, un Britannique dans les réseaux box à qui je parle beaucoup.
et qui me disait que pour lui, Callum Smith, il est britannique, et il me dit Callum Smith, c'est le mec le plus surcoté de l'histoire de la boxe britannique. Oh. C'est dur. Il était à ce point-là. Alors, il est sans doute dur, mais je vois un peu ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que contre l'élite de l'élite, il n'est pas invité à la table, Callum Smith. Il a perdu. En fait. Bah, moi, j'ai toujours quand on parle de surcoté, Alex, j'ai toujours la même. Mais c'est pour ça que c'est méchant. Je sais ce que tu vas dire. Ça, tu l'as coté où pour me dire qu'il est surcoté? Ouais, t'as raison. Et il a été champion du monde. Est-ce que j'ai pensé, voilà, il a été champion du monde, il a battu les mecs qu'il devait battre. Est-ce que j'ai pensé qu'il battrait un Canelo? Est-ce que je pensais qu'il battrait un Bernard? Moi, je l'ai jamais pensé. Donc moi, je l'ai jamais surcoté, ce gars. À chaque fois qu'il a été non, je pense d'ailleurs que c'était plus, tu vois, c'était plus la vision locale où il me disait en fait que je pense que là-bas, beaucoup de gens l'ont vu très très haut, tu vois, capable d'être le mec qui battrait Canelo, capable d'être le mec qui battrait Beterbiev. Je pense que localement, les mecs l'ont vu plus haut qu'il n'était en fait. Mais ça, c'est un problème très anglais, ça. C'est un problème très anglais qu'on voit en boxe et qu'on voit ailleurs. On l'a vu au One récemment avec une double grosse déception. Ouais, on nous jurait qu'Agerty et Harrison battraient deux top tailles, ils se sont fait tous les deux éteindre en quelques minutes. Et il faut savoir aussi raison garder. Je crois que nous, on le fait un peu mieux que d'autres. On peut être très chauvin, mais je crois qu'on fait un peu mieux que d'autres quand même à ce sujet. En tout cas, pour conclure sur cela, je pense que dans la dynamique actuelle des boxeurs, le moment de leur carrière où ils sont, je pense que le sens de l'histoire, c'est Buatsi. Oui, bien sûr. Il doit, et encore une fois, il est en capacité de battre un Callum Smith. Et il peut le faire. C'est ça. Et en plus, il a les armes techniques pour le faire. Il travaille au corps dont je parlais. Il y a des scories et des faiblesses aussi dans son jeu, mais il a largement les moyens. Oui, et puis il frappe. De battre un Callum Smith. Il a une relativement bonne frappe, donc il peut très bien le mettre KO. Bon, c'est bien quand même, hein. C'est une belle carte. Hein. Ah oui. On va s'amuser. Oui. Et 2 jours plus tard, pour le coup, à noter, puisque ce sera sur RMC Sport, j'aurai la chance d'être au commentaire. Vous retrouverez une super soirée de boxe au Japon spéciale poids coq. Les bantams seront à l'honneur. On sera à l'Ariake Arena de Tokyo. Ce sera lundi matin, le 24, 9h30, je crois, le début de la retransmission sur RMC ou 10h. Junto Nakatani contre David Cuellar en main event pour la ceinture WBC. Seiya Tsutsumi contre Daigo Iga, que vous aviez vu contre Yoshiki Takei il y a quelques mois. Combat 100% japonais pour la ceinture WBA, toujours chez les bantams. Et surtout, Baba, qui va te parler, Tenshin Nasukawa, l'ancienne superstar du pied-point, qui affronte Jason Moloney, qui est l'ancien champion du monde, qui est le mec qui avait été détrôné par Yoshiki Takei. Exact. Tout se recoupe pour le Tenshin Takei de dans quelques mois, Baba, ton Super Bowl à toi. Là, je pense et en gros, un mot sur ça rapide, mais c'est est-ce que Tenshin est prêt pour une chance mondiale? Ce combat-là, c'est le test. Voilà. Là, on lui met un gros nom, on lui met un très bon combat. Toujours chiant à battre, Jason Moloney. Ouais, c'est pas parce qu'il a battu, il a perdu contre pas mal de Japonais dernièrement que c'est un combattant qui est facile à battre. Il n'est pas du tout facile à battre. Tenshin, il est encore très jeune il est très jeune tout court, il est très jeune dans sa carrière en anglaise. C'est un gros step-up, mais s'il est capable de battre Moloney, on va avoir le droit à un énorme combat japonais entre deux anciennes stars du kickboxing qui s'affronteront pour une ceinture en anglaise. Le Inoue Nakatani est énorme, mais le Tenshin Takei, vous vous rendez pas compte de qui est Tenshin au Japon. C'est qu'aujourd'hui d'ailleurs, parenthèse, mais tu ferais Inoue Tenshin, c'est plus gros qu'Inoue Nakatani. Bien sûr. Au Japon, ce serait un truc de malade mental, Inoue Tenshin. Inoue et Tenshin, en fait, ça joue. Ouais. En termes de popularité au Japon, c'est pas Inoue qui est largement. Ah non, pas du tout. Ça joue largement. Et c'est Inoue qui a rattrapé l'autre. Hein. Exactement. Dernièrement, Inoue s'est hissé au niveau de Tenshin. Mais il y a 2-3 ans, Tenshin était largement au-dessus en termes de popularité au Japon. Lui et Takeru ont rempli le Tokyo Dome pour un combat de kickboxing. C'est quelque chose qu'en anglaise où il y a eu beaucoup de mal. Ouais. Et en tout cas, Nakatani, ce sera sans doute la dernière défense avant une possible unification, notamment contre Nishida. On en parle pour cet été au Japon. Derrière, sans doute qu'il montera, il veut faire 1 ou 2 combats et qu'on se dirigera gentiment vers le Naoya Inoue Junto Nakatani en 2026, première partie de 2026, avec d'abord une adaptation donc, de Junto à la catégorie des super bantams, mais avec son physique. J'ai aucun doute là-dessus. Rendez-vous lundi, le 24, donc 9h30 sur RMC Sport 1 pour suivre cette belle soirée au Japon. On n'est jamais déçu par les soirées au Japon. Regarder, donc soyez devant votre écran, c'est de la belle boxe qu'on vous propose 2 jours après cette énorme carte, The Last Crescendo à Riyad et le Beterbiev Bivol 2. On a un beau week-end de boxe, si on prend le lundi en plus. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Salut mon Baba. Salut Alex. Ciao. RMC Fighters Club.